Bonjour, voici le chapitre 5 de géographie qui s'intitule l'Afrique, les défis du développement. Alors ce chapitre commence par une étude de cas sur le Sahara, ses ressources et les conflits qui s'y trouvent. Cette étude de cas est composée de deux problématiques, donc c'est-à-dire les questions auxquelles nous allons répondre, de quels atouts le Sahara dispose-t-il, et puis quelles sont les tensions qui l'affectent. Tout d'abord, une première partie concernant cette étude de cas, le Sahara, un désert riche en ressources convoitées. Première question, quelles sont les caractéristiques climatiques du désert saharien? Alors, vous voyez sur ce document 4 que le climat du Sahara est un climat aride toute l'année. Les précipitations annuelles sont très faibles, inférieures à 1000 mm. Alors, vous voyez dans la légende, donc il y a ce qu'on appelle des isoïètes, c'est-à-dire les limites donc écologiques du Sahara, donc 100 mm pour le climat aride au nord et 200 mm pour le climat ensuite au sud. Alors j'ai indiqué 1000 mm, c'est 100 mm. Donc le climat aride du Sahara se situe entre ces deux ici isoïètes. Donc climat aride. Par exemple, on voit ici que les températures dans la ville de Tamanrasset, donc qui se situe dans le désert du Sahara en Algérie, sont des températures très élevées, minimum à peu près 11-12 degrés ici, voilà, et maximum aux alentours de 30 degrés, ce qui fait une moyenne annuelle de 21 degrés. Les précipitations sont très faibles, et comme elles ne dépassent pas la courbe des températures, il y a sécheresse toute l'année. Deuxième question, quels sont les différents types de ressources offerts par le Sahara? Alors, toujours à partir de cette carte, le Sahara a un désert riche en ressources, on s'aperçoit à travers cette fois la deuxième partie et la troisième partie de la légende que le sous-sol du Sahara est riche en ressources diverses. Il y a à la fois des minerais tels que l'uranium au Niger, ici le Niger, voilà, le fer en Mauritanie, ici, minerai métallique en vert. Ensuite, le phosphate et potasse en Tunisie et au Maroc en rouge, là et puis ici. Donc beaucoup de ressources en minerais, des hydrocarbures également. Vous avez donc notamment en Algérie d'importantes réserves de gaz et puis des nappes souterraines aquifères, c'est-à-dire des nappes d'eau qui ne sont pas reliées à la surface et qui se sont formées pendant des millions d'années sous forme de sédiments. On voit d'ailleurs dans ce document numéro 1 les ressources en hydrocarbures qui suscitent l'intérêt des FDN étrangères, notamment américaines, chinoises et européennes. Dans ce document numéro 2, on parle des nappes souterraines aquifères qui se situent surtout en Libye, en Algérie et en Tunisie,
elles sont exploitées depuis les années 1960. Dans ce texte du document numéro 3, on voit que l'énergie solaire est une possibilité de développement pour les États du Sahara, mais malheureusement, vu son coût élevé, il ne se fera qu'au profit de firmes européennes. Enfin, dans ce document numéro 5, le Sahara est aussi une source d'images et de mythes qui alimentent le tourisme d'aventure pour des treks, des méharais en dromadaire, chameau, donc dans le désert. Nous passons à la troisième question. En quoi cette richesse est-elle fragile toujours à partir des mêmes documents? Alors, toutes ces ressources sont des ressources fossiles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas renouvelables. Les nappes d'eau aquifères fossiles exploitées donc depuis les années 1960 ne cessent de diminuer, et je rajoute une autre information, elles sont passées de 25 à 50 mètres selon les endroits entre 1950, 60 et l'année 2000. Quant au tourisme, évidemment, il dépend beaucoup du contexte géopolitique et il s'est arrêté, on le verra un petit peu plus tard, dans beaucoup de ces pays à cause du développement du tourisme et de tout type de trafic, donc de l'insécurité. Nous passons à la deuxième partie de cette étude de cas, le B, donc sur le Sahara, malgré les frontières, un espace de circulation. Question numéro 4. Quels sont les types d'échanges et de mobilité dans le Sahara actuel, donc à partir de plusieurs documents? Alors, tout d'abord, définissons un petit peu les différents types d'espace que l'on trouve dans cette région de l'Afrique. Alors, vous voyez qu'on parle du Sahara et du Sahel. Donc, vous avez au nord le littoral des pays du Maghreb, ici, toute cette partie-là, voilà, correspond donc le littoral du Maroc, l'Algérie, Tunisie, donc climat méditerranéen, puis cette partie-là qui nous intéresse plus particulièrement, donc le Sahara, donc le désert, un désert qui se trouve en grande partie en Algérie, Libye, Égypte, Mauritanie, et puis le nord du Mali, du Niger, du Tchad, du Soudan, et puis au sud du Sahara, vous avez donc cette région que vous avez ici en rose foncé, en peut-être couleur saumon, voilà, cette partie-là que j'entoure, qui s'appelle le Sahel. Alors, qu'est-ce que c'est que le Sahel? Je l'ai indiqué ici. C'est la région située donc entre le Sahara au nord et la savane au sud. Donc, le Sahel est composé de différents espaces de différents pays. Donc, on a la Mauritanie, ici, le Mali, le sud du Mali, le sud du Niger, le sud du Tchad, notamment, une partie du Soudan aussi. Et puis, on peut même indiquer le nord du Burkina Faso, ici. Voilà, à la limite. Alors, quels sont les types d'échanges et de mobilité dans le Sahara actuel? Alors, à partir du document 9, on voit que le Sahara est traversé par de nombreux flux d'hommes et de marchandises. Donc vous avez ici toutes les flèches vertes, les flux de migrants qui partent du sud du Sahel, donc on appelle l'Afrique subsaharienne,
pour aller vers le nord, donc les régions méditerranéennes du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Donc le Sahara est traversé par de nombreux flux d'hommes et de marchandises. Les mobilités donc sont de direction sud-nord. Les migrants donc partent des villes du Sahel, donc vous voyez ici au sud des pays que j'ai indiqués tout à l'heure, donc au Mali, vous avez le Niger, vous avez le Tchad, donc les villes comme Niamey, Ouagadougou, au Burkina Faso, Agadez à la limite, voilà, donc partent de tous ces pays-là pour aller traverse le Sahara pour aller jusqu'au littoral méditerranéen. Et se retrouvent donc dans les villes de Libye, du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Les flux de marchandises concernent des produits légaux, c'est-à-dire des produits manufacturés qui viennent du nord pour être vendus dans les pays du sud, donc une direction inverse de celle des migrants. Donc vous voyez ici sur cette photo donc des camions qui reviennent de Libye, chargés d'hommes évidemment et de marchandises. Donc ils ont traversé 3000 km de désert pour atteindre Agadez au nord du Niger. Ensuite, dans le document numéro 8, on voit également que dans les flux de marchandises, il y a des produits illégaux tels que la drogue, les cigarettes de contrebande qui circulent vers le marché européen, des armes aussi, cette fois, vers les zones de conflit au sein du Sahara et du Sahel. Question numéro 5. Pourquoi les contrôles des flux aux frontières sont-ils difficiles? Alors, on le voit à travers cet entretien avec un géographe qui s'appelle Emmanuel Gregor. Donc, on lui pose la question, donc c'est tiré du journal Le Monde, quels sont aujourd'hui les échanges économiques autour de la frontière Algérie-Maroc? Et il répond, comme partout en Afrique, elle n'est pas un obstacle aux échanges ni à la circulation d'hommes, mais un adjuvant, c'est-à-dire un stimulant. Plus il y a de contraintes législatives, c'est-à-dire de lois, plus le trafic informel, c'est-à-dire illégal, est prospère. Les gros trafics ont d'abord porté sur les cigarettes, entre le port de Cotonou au Bénin et l'Algérie via le Niger, un commerce d'armes et de drogue, essentiellement de la cocaïne, venant d'Amérique latine, s'est ensuite développé au Mali. La drogue était acheminée jusqu'à Gao au Mali par des pistes depuis les côtes africaines atlantiques, voire par avion, avant d'être réexpédiée au nord pour rejoindre l'Europe. Alors je passe directement à la deuxième question. La frontière algéro-malienne est-elle factice, c'est-à-dire est-elle sans effet? Et voici sa réponse. Ce sont des espaces gigantesques. La frontière est poreuse, très difficile à surveiller. Il existe des points de passage officiels et surveillés, situés sur des pistes bien tracées, mais ces pistes sont doublées de pistes clandestines parallèles, en partie surveillées par l'Algérie. Les trafiquants de cigarettes m'ont dit qu'ils arrivaient à passer sans trop de difficultés. Avec un peu de malchance, ils peuvent parfois tomber sur la douane volante algérienne qui patrouille au sol ou en hélicoptère. Donc, on se rend compte que les contrôles sont rendus difficiles par la longueur des frontières, la porosité de la frontière, c'est-à-dire le manque de contrôle, la faiblesse des moyens de contrôle des États du Sahara. Passons à la question numéro 6. Pourquoi les mobilités sahariennes ont-elles tendance à être freinées aujourd'hui? Alors, à travers le texte
que vous avez ici, qui s'intitule « Des freins aux mobilités sahariennes », et puis la photo numéro 11, on s'aperçoit que la volonté de limiter les mobilités sahariennes est impulsée ou vient de l'Union européenne, qui après avoir protégé ses frontières maritimes, exige des États africains d'Afrique du Nord une surveillance de plus en plus importante de leurs frontières, à la fois maritimes et terrestres. L'objectif, évidemment, on le voit sur cette affiche, est de limiter l'immigration clandestine vers l'Europe. Je vous laisse regarder un petit peu cette affiche, elle est très explicite. Grand C, dernière partie de cette étude de cas sur le Sahara, un espace soumis à de multiples tensions et conflits. Passons à la question numéro 7. Quelles sont les parties du Sahara les plus touchées par les tensions et les conflits? Alors, vous voyez sur cette carte les conseils donnés aux voyageurs, aux touristes ou à d'autres personnes qui doivent se rendre au Sahara, donc un certain nombre de pays qui sont formellement déconseillés. Donc on a parlé des pays du Sahara et du Sahel, Mauritanie, Mali, alors l'Algérie un peu moins aujourd'hui, le Niger, la Libye, beaucoup, le Tchad même, le Soudan. Donc tous ces pays sont formellement déconseillés actuellement. Alors pourquoi? Vous avez ici une carte extrêmement détaillée qui date de 2020, donc très récente. Sur cette carte, donc vous avez représenté les présences militaires en février 2020. Donc vous avez les présences américaines ici, là, voilà. Vous avez celle des Nations Unies, vous avez le G5 du Sahel qui a été créé en 2014, dont l'une de ses missions est la lutte contre le terrorisme. Vous avez la zone sahélienne qui est représentée en couleur, on va dire saumon, et puis vous avez la zone, le cercle jaune épais qui représente la zone de peuplement du Touareg. Vous avez également les principaux points de transit de la contrebande qui sont représentés par des petits cercles vides entourés de noir, comme ici, là, autour d'Agadez, voilà. Et puis, vous avez également les bases françaises militaires, comme ici on voit dans la légende Libreville, avec le nombre de soldats représentés. Vous avez un grand cercle ici, avec, je l'entoure en bleu, excusez-moi, l'opération Barkhane, qui est une opération militaire française qui existe depuis quelques années pour lutter contre le terrorisme dans cette région. Et puis vous avez tous les petits points de couleur. Alors il y en a 4 qui correspondent aux attaques de groupes islamistes armés. Alors en gris, ce sont les attaques d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qu'on appelle AQMI. Vous avez ensuite en rouge les attaques de l'État islamique, c'est-à-dire de Daesh. Vous avez en rose les attaques de ceux qui sont affiliés à l'État islamique, c'est-à-dire à Daesh. Vous avez en marron très clair les attaques de Boko Haram, donc qui est une autre organisation islamiste affiliée à Daesh. Et puis vous avez en marron les attaques de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, donc il s'agit de Daesh également, mais la partie Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Que les espaces les plus touchés par les violences correspondent aux États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger,
Nigeria, Tchad et le nord du Cameroun également. Les espaces frontaliers qui permettent le repli et le refuge et où transitent des armes sont les zones les plus dangereuses. C'est-à-dire que en fait, là où vous avez le plus de petits points de différentes couleurs, ce sont les zones où se trouvent les frontières. On voit également, donc, à travers l'opération Barkhane et puis la présence militaire aussi de pays étrangers, que les armées étrangères interviennent au Sahel et au Sahara pour lutter contre le terrorisme. Je continue, question numéro 8. Quels sont les acteurs impliqués dans ces conflits? Alors, donc c'est toujours à partir des mêmes documents, document 14, et puis on verra ici document 15. Donc on a vu sur la carte que les acteurs des conflits sont les États du Sahara. Il y a aussi les populations locales, nomades, avec notamment les Touaregs, mais aussi sédentaires, les populations qui vivent dans ces différents pays. Il y a les différents trafiquants de cigarettes, de drogue, trafiquants d'armes, les trafiquants aussi qui s'occupent des migrants clandestins pour les faire passer au nord vers les États du Maghreb puis en Europe. Vous avez les groupes terroristes, à savoir donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, vous avez Daesh ou État islamique, qui intervient également dans cette région, et puis Boko Haram, donc les groupes terroristes. Vous avez, alors on va y venir aussi maintenant, les entreprises étrangères, et puis les Européens, à savoir donc, on a vu les armées européennes, françaises notamment, mais vous avez aussi des touristes, vous avez des employés d'entreprise qui également interviennent dans cette région. Alors, dans le texte que vous avez ici, qui s'intitule Une période agitée, on vous dit que depuis une dizaine d'années, on assiste à un retour du Sahara sur la scène politique internationale et médiatique, et que cette étendue désertique traverse une période agitée en raison de la présence de groupes terroristes islamistes. J'ai parlé de la présence d'entreprises sur cette photo d'un montage. Vous avez donc ici Areva, avec comme titre de ce montage une présence contestée au Niger. Alors Areva donc, est une entreprise française qui gère avec EDF les centrales nucléaires françaises, et ici au Sahara exploite les mines d'uranium, notamment au Niger, et que l'exploitation de ces mines d'uranium ne se fait pas au profit des populations locales, comme malheureusement on peut s'y attendre. En plus, ces exploitations sont source de pollution et de désastres écologiques. Nous passons à la question numéro 9. Quels sont les divers enjeux de ces conflits à partir des mêmes documents, la carte numéro 14, le texte 15, et puis ce photomontage numéro 17. Alors, les enjeux de ces conflits sont de différents types. Militaires, tout d'abord, parce qu'il s'agit d'assurer l'ordre et la sécurité sur ces territoires. Des enjeux également politiques entre les rapports des peuples nomades comme les Touaregs et les États qui combattent ces populations nomades qui revendiquent une plus grande autonomie, voire même la constitution d'États. Vous avez également des enjeux d'ordre migratoire, concernant donc, on l'a vu, les flux
de migrants, des enjeux économiques à cause de l'exploitation des ressources et aussi du tourisme, et des enjeux enfin environnementaux, dus aussi à l'exploitation des minerais qu'on a vus et des différentes ressources qui se trouvent dans le sous-sol du Sahel et du Sahara. On vous dit dans ce texte, le 18, que le tourisme est en péril à cause de l'insécurité. Et si vous suivez l'actualité, on en a tout à fait conscience, vu les exactions menées par les groupes terroristes dans cette région et la dangerosité qui en est la conséquence. Passons maintenant au bilan de cette étude de cas. Alors, on peut faire un bilan à partir de ce schéma qui résume un petit peu tout ce que l'on a vu, et on s'aperçoit qu'on peut diviser cette étude en 3 parties. Alors, tout d'abord, un désert, ici vous voyez, là, un désert riche en ressources. Ces ressources sont représentées par triangle vert pour les hydrocarbures et carré marron pour les minerais. Vous avez également, on verra, on pourra rajouter les ressources en eau aquifère. Alors, premier point, donc le Sahara est un désert caractérisé par des précipitations donc très faibles, une sécheresse permanente, des températures élevées et un milieu aride. Alors, je vais rajouter également des informations qui ne se trouvent pas dans cette étude de cas, pour être un petit peu plus précis. Le Sahara, c'est le plus grand désert du monde avec plus de 8,5 millions de kilomètres carrés. Il connaît une forte croissance démographique naturelle, c'est-à-dire que le taux de natalité est largement supérieur au taux de mortalité, et aussi migratoire, à cause des flux de migrants dans certains pays. Donc une forte croissance démographique, surtout au nord. C'est aussi une région qui connaît une rapide urbanisation. 90% des habitants de ces pays vivent dans des villes. Son sous-sol, comme on l'a vu, regorge de ressources naturelles exploitées par de nombreuses FTN, firmes transnationales, et regorge de réserves d'eau fossile. D'où la possibilité de développement grâce aussi à l'énergie solaire et le tourisme d'aventure quand cela est possible. Deuxième idée, on va le voir, les mobilités, et puis les différents types de trafic que l'on peut trouver dans cette région. Donc depuis les années 1990, on assiste à un renouveau des échanges transsahariens, des échanges entre les populations des États du Maghreb, donc Maroc, Algérie, Tunisie, on peut même aller jusqu'en Libye, et les États du Sahel, qu'on a vu, donc des échanges de produits de consommation courante, de carburants qui proviennent du nord et qui sont échangés contre du bétail, des produits agricoles, des produits de contrebande, de la drogue, des armes, donc qui viennent du sud. On s'est aperçu que les contrôles aux frontières sont difficiles à cause de la longueur de ces frontières, du milieu désertique, mais surtout de la faiblesse des moyens de contrôle des États. C'est l'Union européenne qui exige des États africains, ceux d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, une surveillance accrue de leurs frontières, aussi bien maritimes que terrestres. L'objectif est donc de limiter l'immigration clandestine. Troisième partie maintenant que l'on voit sur ce schéma, les multiples tensions et conflits que l'on trouve dans cette région. Donc
correspond à cette troisième partie de la légende. Donc vous avez ici notamment la partie orange hachurée qui correspond aux espaces d'instabilité géopolitique. Alors, on peut dire que le Sahara est l'objet de tensions et de conflits armés du fait de son intérêt économique et stratégique, et aussi du contexte géopolitique régional trouble depuis les printemps arabes de 2011 et la présence de groupes islamistes, et notamment depuis quelques années la présence de Daesh. Ce contexte d'insécurité entraîne des risques de remise en cause des investissements et du développement économique. Les conflits plus nombreux sont internes aux territoires nationaux, tout en mobilisant des acteurs étrangers, les États du Nord, pays musulmans, pays émergents, les FTN. Les nomades, donc on a vu ici les Touaregs, s'opposent à l'État et aux intérêts étrangers. Les Touaregs que l'on trouve au Mali et au Niger, mais il y a aussi ce qu'on appelle les Sahraouis qui se trouvent au Sahara occidental, qui a été annexé par le Maroc depuis très longtemps. Donc on est sur le littoral atlantique. Les populations du sud et du nord s'affrontent à l'intérieur des États du sud saharien, comme au Tchad et au Soudan. D'ailleurs, en 2011, le Soudan a été séparé en deux, puisque le Soudan du Sud est devenu indépendant. Les conflits locaux débouchent même sur des interventions militaires étrangères, puisqu'on a vu au Tchad notamment, mais aussi dans les pays du Sahel et en Libye, l'opération française qui s'appelle l'opération Barkhane, avec l'aide aussi des militaires américains, pour mettre un terme, en tout cas réduire l'action des terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh. Donc ces interventions déplacent les zones de migration clandestine, déplacent aussi les trafics et les actions des terroristes islamistes. Voilà, nous avons terminé pour cette première séance.